Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à étudier la convergence éventuelle de certaines séries assez classiques, pas trop difficiles, mais qui vont nous permettre de voir les méthodes qui vont revenir le plus souvent quand on veut étudier la convergence de certaines séries numériques. Alors voilà, j'en ai 6. Il y en a qui sont de différents niveaux, qui font apparaître différentes méthodes, enfin, qui vont nécessiter différentes méthodes. Donc regardons la première, sinus de racine de n factoriel sur n factoriel. Le premier réflexe à avoir quand on a une série comme ça, c'est de se demander est-ce que déjà, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'elle diverge grossièrement. Diverger grossièrement, ça veut dire que quand je regarde le terme général de la série, je vais quand même m'assurer que ce terme général tende vers 0, parce que si ça ne tend pas vers 0, je suis sûr que la série diverge. Donc il faut que je regarde là le sinus de racine de n factoriel sur n factoriel, et puis je me dis le sinus de toute façon va être encadré entre moins 1 et 1, en bas j'ai de la n factorielle, donc bien sûr le terme général tend vers 0, donc là évidemment il n'y a pas de divergence grossière, et d'ailleurs on peut faire le test un petit peu pour toutes les autres séries, qu'on n'est pas dans ce cas-là de divergence grossière. Là on a du 1 sur n, sinus de 1 sur racine de n, donc c'est pareil, en fait ça va être ça qui va faire tendre le terme général vers 0. Ici, pareil, on sait que cosinus de 1 sur n, ça va tendre vers 1, donc le 1 moins cos de 1 sur n va tendre vers 0, donc pas de problème. Ici, c'est pareil, pourquoi? Parce qu'on a ici l'intérieur du ln qui tend vers 1, donc en prenant le logarithme, ça va tendre vers 0. Ici, on ne sait pas, on verra. Voilà. Là, c'est un cas un peu particulier, on ne sait pas, on ne tranche pas immédiatement sur la convergence vers 0 du terme général ici. Et puis là, bien sûr, ça tend vers 0, donc il n'y a pas de problème aussi. Donc il n'y a pas de divergence grossière a priori, par celle-là où on ne sait pas trop. On verra, on analysera. Donc on peut se lancer dans la première avec déjà l'analyse un petit peu du terme général de cette série. Alors il y a un sinus, et puis en bas il y a une factorielle. Il y a un sinus, alors ça nous embête pour utiliser tous nos petits théorèmes liés aux séries dont le terme général est positif, au moins à partir d'un certain rang. Donc il va falloir, obligé de travailler sur la convergence absolue éventuelle, c'est-à-dire d'aller travailler sur la valeur absolue du terme général. Donc on va poser, à chaque fois on posera un égale le terme général, un, donc ici c'est sinus de racine de n factoriel sur n factoriel, et puis on va aller travailler sur ça en fait, voilà, donc ça c'est la valeur absolue du sinus de racine de n factoriel sur n factoriel qui lui est positif, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, alors pourquoi parce que ici j'ai un sinus, donc ça va changer de signe, et puis pourquoi ça change de signe parce que là, à l'intérieur du sinus, j'ai quelque chose qui va augmenter énormément, donc il n'y a aucune raison qu'on reste dans l'intervalle 0π, par exemple, donc ça change de signe. Voilà, et c'est pas non plus une série alternée, on en parlera plus tard, mais une série alternée, il faudrait que ça s'écrive -1 puissance n fois quelque chose, avec le quelque chose qui, lui, est de signe constant, donc là, j'ai un sinus, il va y avoir une alternance de signes et de moins, mais pas de plus et de moins, mais pas comme pour une vraie série alternée telle qu'on l'a définie rigoureusement. Donc voilà, on a ça, et puis la première idée qui nous vient, c'est de se dire peut-être que tout simplement, peut-être qu'il va falloir que j'utilise l'encadrement du sinus, ou bien une majoration du sinus. Bien sûr, le sinus en valeur absolue plus petit que 1, donc je peux ici écrire ça assez facilement, donc je travaille par majoration. L'idée c'est de prendre le terme général, donc on répète, comme on a vu qu'il n'était pas de signe constant, je prends sa valeur absolue, j'arrive à majorer sa valeur absolue, et j'espère que, comme je suis en train de chercher une majoration, ça veut dire que je vais espérer que la série de termes général, ceci, converge. Parce que si c'est le cas, alors, par théorème de majoration, on sait que la série de termes général, celui-là, va converger, et donc ce sera une convergence absolue, et donc ça voudra dire que la série converge. Alors on regarde ça, et on espère très fort, et puis on reconnaît ici, bien sûr, le 1 sur n factoriel, on reconnaît ici le terme général de la série exponentielle. Donc on sait, on va écrire comme ça, or, la série des 1 sur n factoriel converge. On peut même dire qu'on connaît sa somme, on sait que ça tend vers E, donc on sait que ça, de 0 à plus l'infini, ça fait E. Donc ça converge, donc qu'est-ce qu'on peut dire par théorème de comparaison? On peut dire que la somme des valeurs absolues de un converge, donc on peut dire aussi que la série DUN, elle converge absolument
et donc elle converge aussi. Donc voilà, il nous a suffi de travailler avec la majoration du sinus pour arriver à ce petit résultat. Cette série converge. On passe à numéro 2. Numéro 2, il y a un sinus aussi. Le numéro 2, c'est celle-ci. C'est la somme des 1 sur n sinus de 1 sur racine de. Voilà. On peut essayer de tenter la même chose, parce qu'on voit qu'il y a un sinus, donc on peut essayer de tenter la même chose, c'est-à-dire qu'on peut essayer de travailler sur une majoration, alors en passant d'abord par les valeurs absolues, et puis d'ailleurs on peut se dire que est-ce qu'on a vraiment besoin ici des valeurs absolues? Peut-être pas tant que ça, parce que à partir d'un certain rang, au moins, on sait que là on va avoir quelque chose qui va tendre vers 0, donc on va rester dans le cadran numéro 1 du cercle trigonométrique, donc on aura forcément un sinus qui va être positif, tout va être positif à partir d'un certain rang, donc on pourrait se limiter à l'étude de cette série en gardant le terme général ici sans prendre les valeurs absolues. Mais de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand on va chercher une majoration, donc je mets quand même une barre de valeur absolue, on va avoir ça, parce que ça on va le majorer par 1, donc on va avoir ça. Et là, c'est pas comme tout à l'heure, pourquoi? Parce que là on a le terme général d'une série qui diverge. Hein, c'est la série harmonique, donc ça diverge. Et comme ça diverge, on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure que la série de terme général, valeur absolue de un, diverge ou converge. On n'en sait rien. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, si on avait une inégalité dans ce sens-là, on aurait été content, on aurait dit « Ah ouais, donc ça diverge ». Mais oui, mais là, l'inégalité, elle n'est pas dans le bon sens. Et il est hors de question de chercher une inégalité dans l'autre sens avec le sinus. Donc, on est bloqué par la technique brutale, immédiate de la majoration par 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de travailler avec des équivalents ou des petits taux ou des grands taux, c'est-à-dire des relations d'équivalence ou de domination, de négligeabilité, parce qu'on a là aussi des théorèmes qui nous permettent d'y arriver. Donc on va passer quand même par les valeurs absolues, même si je le répète, il n'y aurait pas trop de problèmes ici. Alors le sinus de 1, le sinus de 1,5, oui, voilà, on a compris. On s'aperçoit que ça, c'est quand même une série à terme positif. Donc série à terme positif, on n'est pas obligé de passer par les valeurs absolues. Donc on va essayer de travailler sur un équivalent directement, peut-être de UN. Hein. Pourquoi? Parce que, on va quand même le vérifier, mais que ici, ce qu'il y a à l'intérieur du sinus, ça tend vers 0. Ça tombe bien parce qu'on connaît un équivalent de sinus n. Enfin, on connaît un équivalent, j'exagère. On connaît du coup un équivalent de sinus de 1 sur racine de n grâce au développement limité de sinus x. On sait que c'est ça. Voilà. Donc ça veut dire que je vais pouvoir trouver facilement un équivalent ici du terme général. Au voisinage de plus l'infini, un sera équivalent à 1 sur n fois 1 sur racine de n. C'est-à-dire que un sera équivalent à 1 sur n racine de n, c'est-à-dire encore n puissance 3 demi. N puissance 3 demi. Et j'ai vérifié au préalable que mes UN, ils sont tous positifs pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors je reconnais ici une série, le terme général d'une série de Riemann avec alpha égale 3 demi. 3 demi, c'est supérieur à 1. Donc je peux dire que la série des UN, elle converge parce qu'elle est à terme positif et elle est équivalente à une série, son terme général est équivalent à ceci qui est le terme général d'une série de Riemann avec un alpha supérieur à 1, donc convergente. Donc par théorème, la série des UN, elle converge. Voilà, on a eu besoin d'un équivalent, on a trouvé un équivalent. Et puis cet équivalent, on a reconnu une série classique de cours qui est celle de Riemann. Voilà pour le petit. On passe au petit 3, qui est un peu dans la même veine, avec un cosinus cette fois. Petit 3, c'est la série des 1 moins cos 1 sur n. Alors la série des 1 moins cos 1 sur n, on a vérifié tout à l'heure que le terme général tendait bien vers 0, donc pas de divergence grossière. Et puis, à terme positif aussi, bien sûr, parce qu'un cosinus c'est inférieur à 1, donc ça va être toujours positif ou nul. Hein.
Donc on y va, on va essayer de travailler sur un équivalent. On connaît un équivalent de cos 1 sur n. Hein. Encore une fois, on sait qu'on vérifie que 1 sur n, ça tend bien vers 0. Et donc immédiatement, on a un équivalent de cos 1 sur n. Ça sera 1 moins... Alors, attention, on se rappelle du développement limité du cos x. Hein, je peux l'écrire là, en 0. 1 moins x2 sur 2 plus un petit taux de x2. Ça veut dire que là, on va avoir du 1 moins 1 sur n au carré, le tout au carré divisé par 2, c'est-à-dire moins 1 sur 2n carré. Voilà un équivalent de cos 1 sur n, voisinage de plus l'infini. Donc on va pouvoir écrire que un, toujours mon terme général ici, un, terme général de la série, un va être équivalent à 1 moins 1 moins 1 sur 2n carré, c'est-à-dire que un est équivalent à 1 sur 2n carré. Et on a dit que un positif pour tout n appartenant à n étoile. Ça, c'est encore du Riemann, une petite constante devant, un demi. Donc ça, on sait que c'est le terme général d'une série convergente. Donc, par théorème de comparaison, la série des UN, elle converge. Voilà, on a encore eu besoin d'un équivalent. On continue avec le petit 4. Petit 4, il s'agissait de la somme, je vais aller faire tout ça, de la somme, une somme de logarithmes, n plus 1 au carré sur n facteur de n plus 2. Degré 2 en haut, degré 2 en bas, ok, donc n carré sur n carré, 1, ça tend vers 1, n de 1 tend bien vers 0, pas de divergence haussière. Le signe, maintenant. Essayons de travailler sur le signe de cette expression pour être sûr qu'on pourra utiliser peut-être directement le terme général ou sa valeur absolue. Le signe, bon, au numérateur, on a peut-être envie de développer tout ça, hein, voilà, on a peut-être envie de le faire, donc on va écrire que un, c'est ln de n carré plus 2n plus 1 sur n carré plus 2n, puis on reconnaît qu'en haut, c'est un peu plus grand que ce qu'il y a en bas, puis tout ça c'est positif hein, sur grand n, donc ça divisé par ça va être supérieur à 1. Donc en prenant le logarithme par stricte croissance du logarithme, ceci est positif. Donc ça c'est toujours positif pour tout n. Alors, pour tout n, d'ailleurs je parlais de grand n, n étoile, bien sûr. Pour tout n, hein, là oui je précise pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que ça c'est positif, on peut dire, tiens, je vais peut-être encore pouvoir travailler avec des équivalents, ou alors je pourrais éventuellement travailler avec des sommes partielles, on le verra. Mais des équivalents, alors pourquoi? Qu'est-ce qui me vient en tête ici? Peut-être que le fait que là j'ai du degré 2, que je connais un équivalent, alors je connais le développement limité de ln de 1 plus x, donc j'aurai des équivalents peut-être possibles. Si j'arrive à modifier un petit peu cette expression, alors comment je peux la modifier? C'est pas très compliqué, on essaie de casser en deux la fraction là, hein, finalement. Hein. Ça c'est le log de, alors je coupe ici, hein, c'est le log de 1 plus 1 sur n carré plus 2n. Voilà. Et là, je vais pouvoir trouver un équivalent assez facilement, ici. ln de 1 plus x quand x tend vers 0, x à l'ordre 1, ça me suffira ici pour avoir un équivalent de cette expression-là. Ça va me donner 1 sur n carré plus 2n. Et 1 sur n carré plus 2n, c'est équivalent à 1 sur n carré. Série à terme positif, équivalente à une série de Riemann avec un alpha supérieur à 1, bien connu. Donc, cette série, elle converge. Elle était à terme positif. On va essayer de travailler sur sa somme. On va voir quelle serait sa somme. Alors, si on veut calculer sa somme, donc je répète la somme, qu'est-ce que c'est hein, la somme, du coup, c'est U1 plus U2 plus U3, etc. jusqu'à l'infini. Donc, c'est la limite de tout ça quand n tend vers plus l'infini. Donc, il va falloir que je travaille sur une somme partielle. Donc, la somme partielle, c'est l'écriture de ceci, hein, pour n variant de 1 jusqu'à grand N. Voilà.
Et si je veux travailler sur cette somme, bah, je peux donc remplacer tous mes n, et puis je peux d'abord avoir l'idée quand même d'aller travailler sur les propriétés du logarithme pour écrire ça un petit peu différemment. C'est-à-dire que je vais écrire que ça, bah, en connaissant mes propriétés du logarithme, ça va me donner 2 ln de n plus 1 moins ln de n moins ln de n plus 2. Et on voit qu'en utilisant cette propriété-là, il va y avoir du télescopage, c'est sûr. Donc le télescopage, on pourrait le faire avec des changements de variables, mais sinon on peut le faire tranquillement avec une méthode un peu plus graphique, hein, qui nous fait voir un petit peu ce qui se passe. On comprend que là, le 2 ln de n plus 1, donc ça va commencer avec du ln de 2, donc je peux écrire là j'ai du 2 ln de 2, après j'aurai du 2 ln de 3, après j'aurai etc. Et puis mon tout dernier terme sera, je vais le mettre un peu plus loin, sera du 2 ln de grand N plus 1. Voilà. Ça, c'est tous les termes positifs, tous les logarithmes positifs qui vont apparaître dans ma somme partielle. Ensuite, pour le ln de n, eh ben, ça va commencer à moins ln de 1, ensuite j'aurai moins ln de 2, ensuite j'aurai moins, etc., etc. Et je vais m'arrêter à moins ln de grand N. Voilà. Et là, juste avant, j'avais plus 2 ln de grand N. Voilà. Puis ensuite, pour le moins ln de n plus 2, ça va commencer à ln de 3. Donc là, je vais retrancher en moins ln de 3. Là, par contre, je ne retranche rien du tout. Après, j'ai moins ln de 4, etc. Là, j'aurai encore, bien sûr, un moins ln de grand N. J'aurai moins ln de grand N plus 1. Et le tout dernier terme sera un moins ln de grand N plus 2. Voilà. Je fais cette petite soustraction, cette grosse soustraction, pardon. Et puis, je vois qu'il me reste... il me reste quoi? Il me reste pas énormément de choses. Alors, moins ln de 1, il reste ça, mais ça vaut 0. 2 ln de 2 moins ln de 2, il me reste ln de 2. Ensuite, là, j'ai du 2 ln de 3 moins ln de 3 moins ln de 3, donc ça va s'annuler, comme tous les autres, jusqu'à 2 ln de n moins ln de n moins ln de n, donc tout ça s'annule, toute la partie centrale s'annule, et il ne me reste plus que ça, c'est-à-dire 2 ln de n plus 1 moins ln de n plus 1, c'est-à-dire ln de n plus 1 plus ln de n plus 1 moins ln de n plus 2. Voilà ce que vaut ma somme partielle, que je pourrais appeler grand S, grand N. Grand S, indice grand N, voilà ce que ça vaut. Alors, on a encore une petite propriété des logarithmes à utiliser, ici, pour obtenir l'expression finale, ln de 2 plus ln de n plus 1 sur n plus 2. Voilà. Alors, on va donc confirmer ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est bien une série convergente. Pourquoi? Parce que quand je prends la limite de la somme partielle quand grand N tend vers plus l'infini, je m'aperçois que ça tend vers 1. Donc ça tend vers 0. Et donc on confirme la convergence, mais en plus on a le résultat suivant, c'est que Sn va tendre vers ln de 2 quand grand N tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Somme partielle tend vers ln de 2. Et ça veut dire que ma série, je confirme, elle converge, mais en plus, sa somme, c'est-à-dire ceci, ça vaut ln de 2, log de 2. Voilà, pour cette somme, série convergente. Donc là, deux choses en fait qu'on a pu faire, et c'est vrai qu'on aurait pu se lancer directement dans l'étude des sommes partielles pour prouver aussi en même temps la convergence, mais on l'avait prouvé préalablement en travaillant, encore une fois, au moyen d'un équivalent. On passe à la suite. La suite, c'est celle avec le n factoriel et le n puissance n. Donc là, on a le numéro 5 qui est n factoriel sur n puissance n. Ça, c'est bien sûr une série dont le terme général est positif. Donc on va pouvoir faire la liste un peu de tout ce qu'on peut faire là-dessus. Équivalent, compliqué, voilà, majoration, on voit pas trop, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, il faut penser à quelque chose, il faut avoir un petit réflexe quand on a des factoriels et des puissances, c'est la règle de D'Alembert, donc on va rappeler cette règle. On a besoin de travailler, alors déjà quand est-ce qu'on l'utilise, qu'est-ce qu'on a besoin de vérifier et quand est-ce qu'on l'utilise en pratique. Le réflexe à avoir, c'est quand on voit des factoriels, quand on voit des puissances, on peut penser à cette règle, déjà. Ensuite, il faut vérifier qu'on a bien une série à terme positif. C'est le cas. Ici, tout est positif. Donc c'est bon, on peut y aller sur D'Alembert, c'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer le quotient un plus 1 sur un.
un plus 1 sur un, on va le calculer, et si ce quotient il tend vers 1, on n'est pas content, parce qu'on ne pourra pas utiliser la règle de D'Alembert, mais si il tend vers quelque chose qui est plus petit que 1, c'est-à-dire que quelque chose qui est compris entre 0 et 1, puisque la série elle est à terme positif, et on pourra en déduire, d'après la règle de D'Alembert, que la série converge. Et si ça tend, ce quotient-là, vers quelque chose qui est strictement supérieur à 1, on pourra utiliser la règle de D'Alembert et dire que la série diverge. Donc c'est quand même pratique. Et puis c'est adapté à ce genre de cas. Donc on y va, on a du n plus 1 factoriel sur n plus 1 puissance n plus 1, le tout divisé par, donc je vais multiplier par l'inverse, le tout divisé par donc n factoriel sur n puissance n, donc je multiplie par l'inverse. Et j'obtiens cette grosse expression, qu'il va falloir que je travaille un petit peu. Alors, l'idée c'est bien sûr d'associer les factoriels avec les factoriels et les puissances avec les puissances. Donc je vais réorganiser un peu tout ça. n plus 1 factoriel sur n factoriel, que je pourrais bien sûr réduire, simplifier. Et puis ensuite, là j'ai du n puissance n divisé par n plus 1 puissance n plus 1. Donc l'idée c'est plutôt de mettre ici la même puissance, c'est-à-dire la puissance n. Donc je vais écrire comme ça, doucement. Puissance n fois, là j'ai 1 sur n plus 1. J'ai un n plus 1 en plus qui apparaît en bas. Alors, du coup, il y a plein de choses qui se simplifient ici. n plus 1 factoriel sur n factoriel, ça fait juste n plus 1. n puissance n sur n plus 1 puissance n, ça fait n sur n plus 1 puissance n. Et puis, fois 1 sur n plus 1, ça annule mon n plus 1 ici. Donc, il ne me reste plus que n sur n plus 1 puissance n, que je vais réécrire ici. n sur n plus 1 puissance n. n sur n plus 1 puissance n, que je peux aussi réécrire comme ça. Pourquoi? Parce que ça, je vais pouvoir le réécrire comme ça. Parce que quand je vois quelque chose comme ça, je dois penser à ça, et ça, bien sûr, ça me fait penser à une des définitions possibles de l'exponentielle. Et oui, avec la fameuse progression de l'exponentielle. Donc je sais que ça, je le reconnais, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers e. Qui veut dire que mon quotient, ici, un plus 1 sur un, il tend vers 1 sur e. Et je sais aussi que 1 sur e, c'est strictement inférieur à 1. Et je rappelle aussi que un est ici le terme général d'une série à terme positif. Or, on va l'écrire, un supérieur à 0, pour tout n. Donc, d'après la règle d'Alembert, eh bien la série, elle converge. C'est-à-dire que ça converge. C'est intéressant. Ça veut dire, en d'autres termes, que quand je fais 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 2 sur 2, 4 plus 6 sur 3 puissance 3, 27, plus etc. Ça converge. Voilà, si je vais jusqu'à l'infini, ça converge, ça tend vers quelque chose de réel. Il y en a une dernière, la numéro 6. Cette dernière nous fait travailler sur une série. Cette fois, enfin, est une série alternée. Voilà, on voit un peu comment ça se passe avec les séries alternées. Alors, on va le voir dans les séries alternées, on peut déjà essayer de... Alors, on va travailler doublement. On va se dire pour une série alternée, le problème c'est que ça change de signe, donc il y a plein de théorèmes que je ne vais pas pouvoir utiliser, mais je peux travailler sur l'étude de convergence absolue, c'est-à-dire de travailler avec la valeur absolue, de voir ce qui se passe. Alors, il y a deux cas possibles. Si je travaille avec les valeurs absolues, soit j'arrive à montrer que j'arrive bien souvent à majorer, c'est-à-dire que... on va le voir en pratique. Mais de toute façon, il faut d'abord que je travaille sur les valeurs absolues. Donc je vais aller travailler sur la valeur absolue du terme général, et ça fait 1 sur racine de n plus ln de n. Et alors oui, je parlais de majoration, mais pas que, parce que là je pourrais me dire, tiens, je vais majorer, donc ça veut dire que ça c'est inférieur ou égal à 1 sur racine de n, par exemple, mais attention, 1 sur racine de n, c'est le terme général d'une suite, d'une série qui diverge, donc ça va en mettre un petit peu. Donc je vais peut-être travailler avec des équivalents, parce que je vois que ça, en bas, ce qui est dominant c'est racine de n, c'est pas ln de n, on va l'écrire comme ça,
racine de n facteur de 1 plus ln de n sur racine de n. Hein, voilà, donc là bien sûr ça tend vers 0. Donc ça c'est équivalent à 1 sur racine de n. Et comme c'est équivalent à 1 sur racine de n et que ça c'est une série de Riemann, le terme général d'une série de Riemann qui est divergente parce que alpha égale 1,5, on la reconnaît, ça c'est 1 sur n puissance 1,5, et bien ça veut dire que valeur absolue de un, c'est le terme général d'une série divergente. Donc, là ça diverge. Et si ça diverge, ça veut dire que ma série, elle ne converge pas absolument. Voilà, pas de convergence absolue, donc je ne peux pas encore conclure sur la convergence éventuelle, mais en tout cas, elle ne converge pas, absolument. Donc, maintenant, il va falloir que j'aille travailler sur son éventuelle convergence, tout court. Là, elle ne converge pas absolument, donc elle diverge absolument, mais on va voir ce qui se passe maintenant quand on enlève les barres de valeur absolue, parce que le fait que ce soit une série alternée, ça peut-être jouer en notre faveur, hein, le moins 1 puissance n. Et alors, qui dit série alternée, on doit penser quand même au critère spécial des séries alternées. Critère spécial des séries alternées, je vous le rappelle, qui fonctionne quand on a une suite ici, à l'intérieur de la série, donc un terme général, qui est décroissant et qui tend vers 0. Donc il faut se demander si on est dans les conditions. On l'a vu tout à l'heure, hein, ça tend vers 0, ça oui, hein, heureusement, hein, d'ailleurs, sinon ça divergerait grossièrement. Mais maintenant, est-ce que c'est décroissant? Alors on peut avoir l'intuition que oui, quand même, parce qu'en fait, on va diviser. Alors quand je dis est-ce que c'est décroissant, attention, hein, la valeur absolue. Hein, quand on travaille sur le critère spécial des séries alternées, on doit bien sûr travailler avec les valeurs absolues, donc c'est ça dont je dois vérifier que ça tend bien vers 0, et c'est ça dont je dois vérifier la décroissance. Hein. Je ne le sais pas encore. Ça, je l'ai vérifié, ça, je ne le sais pas encore. Ça, c'est donc le critère spécial des séries alternées. Alors, comment on va prouver que ça, c'est décroissant? Bon, bah, alors déjà, il faut que j'écrive, hein, cette valeur absolue de un. C'est 1, du coup, hein, le moins 1 puissance n, ça devient 1 sur racine de n plus ln de n. Bien sûr que ça, c'est positif. À partir du rang 1, là, je travaille à partir du rang 1, bien sûr. Voilà. À partir du rang 1. Donc, si j'avais pas le racine de n, ça serait décroissant. Si j'avais pas le ln de n, ce serait décroissant. Si j'avais pas le racine de n, ce serait décroissant. Je comprends bien qu'en fait, la somme des deux au dénominateur va laisser la chose décroissante. Il faut quand même que je le prouve. Donc, pensons au un plus 1 moins un. Pensons, en fait, même au-delà du un plus 1 moins un, à la comparaison entre un terme et puis le terme suivant. Donc, c'est ça qu'on va faire. On se dit, alors, je vais le réécrire un peu ici. Voilà. Valeur absolue de un, c'est ça. Et valeur absolue de un plus 1, c'est ça. n de n plus 1. Donc là, je dirais, bah, si on fait le n plus 1 moins un, on va être embêté par les dénominateurs, par cette extrême pénibilité d'avoir une expression formelle pour la différence. Donc là, en fait, on pourrait très bien se dire, et en fait, finalement, c'est facile, je connais mes petites relations entre racine de n et puis racine de n plus 1, je sais qui est le plus grand des deux, hein, pour tout n. Pareil pour le ln, hein, parce qu'en fait, c'est deux fonctions croissantes. Donc je vais pouvoir sommer membre à membre, hein, ça marche, hein, aucun problème. Racine de n plus ln de n, c'est inférieur à racine de n plus 1 plus ln de n plus 1. En fait, ici, vraiment, hein, les deux, elles cèdent mutuellement à décroître, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai un donc je vais passer à l'inverse, tout simplement. Et en passant à l'inverse, que je vais écrire ici, pareil, voilà, en passant à l'inverse, bah, on va changer de sens notre inégalité, c'est-à-dire qu'on va avoir ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir ça. Et donc on récupère bien une suite décroissante en fait, on récupère bien un terme général qui va décroître, donc on est parfaitement dans le critère des séries alternées. On a ici ça qui tend vers 0,
Et valeur absolue de ça, qui est une suite décroissante. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'après le critère des séries alternées, on a une série qui est convergente. Alors comme elle n'était pas absolument convergente, elle n'est que convergente, même si c'est déjà pas mal, on dit qu'elle est semi-convergente. Ah, une série semi-convergente. Bref, on a fait une petite incursion dans les séries, on a fait utiliser pas mal de méthodes, toutes très différentes, pour essayer d'aboutir à la convergence. Et finalement, toutes elles convergeaient, toutes ces séries convergeaient, il me semble, toutes ces séries convergeaient, toutes celles qu'on a vues. Voilà. Donc, dans la vraie vie, elles ne convergent pas toutes, mais toutes celles qu'on a vues converger, on a fait du d'Alembert, on a fait des critères des séries alternées, on a fait de la majoration, on a travaillé avec les équivalents, bref, plein de petites choses. Voilà, merci, à bientôt.